Bonjour à tous et bienvenue dans le Hormescast. Alors aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour aborder plusieurs thématiques, mais juste avant, j'aimerais vous présenter l'offre du moment. Donc on sait que dans le podcast, il y a pas mal de personnes qui nous écoutent depuis pas mal de temps, donc qui savent un petit peu comment on fonctionne, etc., mais qui n'ont pas forcément pris comment je pourrais dire, mais qui n'ont pas sauté le pas en fait de rejoindre le coaching. Donc en ce moment, pour fêter entre guillemets la rentrée qui arrive très bientôt, on offre le premier mois de coaching pour les personnes qui, jusqu'à la fin du mois, là, vont s'engager et qui viennent du podcast. C'est comme ça, c'est une manière de vous remercier et aussi de tout simplement aller un petit peu plus loin que le podcast et rentrer dans du concret. Donc, lien en description et encore une fois, le premier mois offert jusqu'à la fin du mois. Donc maintenant que j'ai fait la petite promo, je laisse Romain présenter le podcast d'aujourd'hui, qui va sûrement être croustillant comme d'habitude. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà toi Max, comment ça va? Avec Romain, on a fait un petit état des lieux de nos vies respectives juste avant le podcast. Ça va très bien. Bon, impeccable. Ouais, ça va. Bon, aujourd'hui, j'ai préparé un petit menu croustillant pour vous. Donc, dans un premier temps, j'aimerais discuter avec toi en fait de ta relation avec le bench press. Pour ceux qui l'ignorent, Max a sorti un e-book dessus et je pense que ça pourrait être intéressant en fait de faire le lien entre ton travail sur cet e-book et le podcast qu'on va aborder aujourd'hui. Donc en fait, j'aimerais revenir sur ta relation avec le bench, ton histoire, ton évolution, les méthodes que tu utilises quotidiennement et pourquoi pas donner quelques conseils à ceux qui écoutent et qui ont du mal sur le bench. Déjà, toi, tu l'as lu le e-book? Je l'ai lu, oui. Ouais, donc il pourra nous donner directement son avis. Et du coup, après ça, j'aimerais aussi qu'on parle de quelques sujets d'actualité, je pense qui peut vous intéresser. Donc, les World Games, la décision de Pana et la question de fermeté dans le coaching. Est-ce que déjà ça te chauffe? Ouais, donc fermeté dans le coaching, c'était pour faire écho par rapport au poste de Nicolas Perrault qui a pas mal fait de bruit. De toute façon, tous les postes font du bruit, mais ouais, c'est ça. Ok, très bien. Vas-y, je suis chaud. Je me laisse d'arriver. Mais avant, dis-nous un petit peu ce que tu as pensé du e-book. Eh ben, le e-book, je l'ai trouvé très bien. En vrai, bon, je vais pas faire que de te saucer, mais en fait, tu peux. Le e-book est très complet. J'ai bien aimé en fait le fait que tu aies pu dans cet e-book ajouter des points supplémentaires auxquels je m'attendais pas. Tu vois, genre sur l'histoire, sur ta vision, la programmation, etc. J'ai trouvé ça très complet et des points en fait qui pourraient en fait être abordés, on va dire succinctement. Et là tu as vraiment poussé le truc, approfondi le truc. Donc j'ai vraiment bien aimé. Et en fait, pour une personne qui a du mal avec le bench, qui a du mal à comprendre le mouvement, en vrai, il lit ça et ça devient un boss du bench. En fait, le seul côté négatif, c'est que s'il lit ça, il peut aussi se perdre parce que vu que je donne énormément d'infos, si le mec est pas suivi par un coach ou alors qu'il essaye de tout faire, il va s'y perdre. Mais forcément, ouais, en fait, c'est clairement genre il lit le e-book, il sait à peu près programmer et coacher le bench, quoi. Genre, ouais. Et c'est ça l'idée. Et du coup, c'est aussi ça qui m'a fait en fait vouloir faire ce podcast sur le sujet du bench. Ouais. C'est de pouvoir aiguiller certaines personnes à telle ou telle pratique. Tu vois, s'il a des bases, s'il a vu des infos sur Insta, avec ton e-book, pouvoir un peu se driver et pouvoir améliorer sa prog, améliorer sa technique vis-à-vis de ça. Donc, je voulais commencer par, on va dire, la base. C'est quoi ton tout premier souvenir au niveau du bench? Alors, mon tout premier souvenir au niveau du bench, je pense que c'est la première fois où j'en ai fait. C'est marrant que tu me poses cette question parce que c'était catastrophique. Alors, moi, à l'époque, je m'entraînais du coup dans un basic fit et j'étais vraiment plus sur du développé couché halter en fait. Parce que à l'époque, quand on regardait les vidéos, enfin, tout ce qui va être Nassim, etc., il prenait le développé couché aux haltères par gain d'amplitude, muscles stabilisateurs, etc. Donc, moi, j'étais plus porté sur ça. Puis un jour, avec un pote, on s'est chauffé pour faire un peu de bench.
Et du coup, ne sachant pas du tout comment me placer, j'ai pris la barre vraiment close grip comme ça, mais trop close grip. Et du coup, quand tu es trop fermé, en fait, tu as les coudes qui sont vers l'extérieur et les poignets à l'intérieur. Et je me suis bousillé la partie là, je sais pas si vous voyez la vidéo, mais au niveau de ce tendon-là, je me le suis bousillé et pendant genre 6 mois, il me semble, je devais mettre une bande de poignet en fait dès que je faisais un mouvement de push parce que je m'étais bousillé le tendon sur cette fréquence-là. Donc c'est ça mon premier souvenir. D'ailleurs, j'ai la vidéo, faudrait que je te la montre. Ou alors, Ah non, là là. flemme de Ah la ouais. drop sur le podcast parce que c'est chiant le montage. Mais en gros, sur la vidéo, tu vois que c'est horrible. Je vais même pas jusqu'en bas, je fais un spot au press. Et au niveau de tension, etc., c'est ignoble. Et il y avait 60 kilos sur la barre. Donc voilà un petit peu pour l'historique du bench. Je suis pas le lifter qui a commencé la muscu, il avait les 100 kilos au bout d'un mois, je sais pas quoi. Non, non, pas du tout. Ouais, t'inquiète, hein, moi non plus. Ouais, toi, t'as commencé à combien? Franchement, j'ai commencé à 40, hein. Ouais, 40. Les deux plaques de 10 kilos. Ouais, les 2 plaques de 10 kilos avec mon pote dans la salle à côté de chez nous en campagne, Ouais. dos à plat, Ah, mais mec. et, et on envoyait des reps instables, la barre partait n'importe comment. Déjà, Après, on est-ce que était tu là, ouais, avais les haltères, c'est mieux quand même. est-ce que tu connaissais la notion de pontage déjà? Moi, je connaissais Non, même pas, tu vois. non, 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 non. Et du coup, je me rends compte que, en fait, en plus, je m'entraînais avec un pote qui avait vraiment des épaules en fait plus développées naturellement. Tu vois, et des Plus tout petits, développé que les pecs? que, tu vois, des tout petits pecs et des épaules déjà importantes. Ouais. Et en fait, je le voyais bench, il prenait tout dans les épaules. Bah, il faisait en protraction le truc. Ouais. Ouais, ok. Et du coup, ça aurait été quand même pas mal d'avoir cette notion de pontage, tu vois, au départ. Parce Bah, ça que m'aurait sauvé les épaules, je pense déjà. ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de pontage permet d'être plus efficient sur le mouvement, mais aussi d'être dans une position plus sécure pour tes épaules et qui permet de mieux recruter tes pecs. Et Moi, un truc qui m'avait parlé, la première fois que j'ai entendu, entre guillemets, parler du pontage, c'était une vidéo de Kilian Hagen qui montrait qu'il faisait du développé couché en étant en mode hip thrust, genre les fesses carrément en l'air. Genre, il y avait au moins 25 cm entre les fesses et le banc. Et en fait, moi, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, OK, pourquoi il se met dans cette position-là, etc. Moi, j'avais déjà entendu parler du décliné pour se mettre dans une position qui était plus favorable, une position de pontage. En fait, quand tu es décliné, tu crées une déclinaison au niveau de ton buste. Et lui, en gros, il reproduisait ça en étant sur un banc à plat, sauf qu'il levait les fesses. Et c'est là où j'ai compris un petit peu cette notion de, OK, il y a un certain angle au niveau du buste où tu te mets dans une position avantageuse, etc. Et ça, c'est la toute première fois que j'ai entendu parler du pontage, entre guillemets. Puis ensuite, forcément, quand tu te lances dans le powerlifting, tu apprends qu'il faut redescendre les fesses. Donc, moi, je suis pas. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Moi, je suis passé d'un bench où justement j'avais les fesses surélevées de 20 cm, donc de façon vraiment voulue, à du jour au lendemain. C'est pas comme ça, chef, pour être en compétition. Il va falloir que déjà tu mettes tes talons au sol et que tu mettes tes fesses sur le banc. Ah, mais je peux te jurer que j'en ai douillé, hein. Genre, j'avais tellement créé une technique à partir de ça que c'était super chaud à changer. Mais voilà. Voilà un petit peu pour l'historique du pontage. ouais, ouais. Moi, ce que j'aime bien dire aussi aux personnes qui comprennent pas trop le pourquoi du pontage, c'est de leur faire imaginer, en fait, tu sais, dans les films, tu as 2 murs qui se referment. Tu sais, les scènes où, en fait, Ouais. ils sont coincés dans des trucs, tu as 2 murs qui se referment, et tu essayes de pousser le mur en face le plus possible. Et ben en fait, tu vas pas le faire sans prendre appui avec avec le mur derrière toi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'appuyer sur le mur derrière toi et pousser, en fait, utiliser bah, le mur derrière toi Pour pousser le mur devant toi, ouais. pour pousser le mur devant toi. En fait, te pousser derrière pour en fait avoir plus de force pour pousser devant. Enfin, Ouais, cool j'espère cette que analogie. ouais, j'espère que Ouais. ça sera compréhensible, mais ouais, moi j'aime bien expliquer ça comme ça. Est-ce que ton pontage, quand tu l'as mis en place la première fois, tu étais efficient dessus ou alors tu as dû vraiment le bosser de ouf? Non, en vrai, j'avais du mal, hein. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est débloqué? Parce que moi, le pontage que j'avais à l'époque, c'est pas le pontage que j'ai aujourd'hui, mais pour autant, je l'ai pas vraiment bossé, hein. Il s'est Moi non vraiment plus. travaillé en fait grâce à mon placement, mon travail d'ancrage, etc. C'est ça qui a fait que j'ai eu un bon pontage. Mais en termes En, de mobilité à l'époque, j'étais pas. en vrai, j'ai fait quelques exos de mobilité, tu vois, Ouais. avec des rouleaux et tout, mais ça m'a vite gonflé en fait. Et petit à petit, le pontage, enfin ma mobilité, c'est avec la répétition, quoi, ça s'est amélioré.
Ouais, en fait, c'est un travail de mobilité spécifique, juste le fait de compter, en fait. Ouais. Tu te maintiens dans une position qui est pas forcément naturelle et qui te demande d'être dans une amplitude au niveau de l'angle du bus qui est un peu contraignante. Et vu que tu le bosses sous tension, donc que tu émets une force contre ton pontage, bah, naturellement, la mobilité enfin, tu vas gagner en mobilité naturellement, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme en Là que les fait gens ne comprennent pas, c'est ouais, faut pratiquer, il faut forcer la position pour que ça se débloque aussi. c'est comme ta souplesse au niveau de tes ischios, tu vois, sur le terre. Ouais. Au début, tu commences et en fait, tu peux pas descendre avec le dos droit. Tu es obligé d'arrondir ton dos parce que t'es à ta limite. Et petit à petit, tu répètes le truc et tu gagnes en souplesse. Et à la fin, en fait, avec des années d'expérience, en fait, tu arrives à faire du soulevé de terre jambes tendues, mais vraiment Ouais. Ou alors quasiment. l'exemple inverse où justement tu te raidis parce que ta position t'es trop mobile, t'es trop hyperlaxe, que ce soit au bench, au terre ou au Oui, squat, oui, oui. et tu te raidis avec le temps. Enfin, en gros, le corps met toujours en place ses adaptations nécessaires pour performer dans la position dans laquelle tu es, quoi. Ouais. Mais ok. Après, ouais, le truc du rouleau, ça c'est un truc aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ils pensent que le rouleau, enfin, ça sert à quelque chose et que ça bosse la mobilité. En fait, c'est pas tant ça. C'est que le rouleau peut débloquer des degrés de mobilité momentanément. Moi, je sais que par exemple, quand je me fais craquer le dos, j'ai une façon de me faire craquer le dos avec le rouleau juste avant de bench. Je me sens un petit peu plus libre au niveau des cervicales, etc. Et ça me libère des degrés de mobilité au niveau thoracique. Mais je sais que c'est quelque chose qui va être perdu 1 heure plus tard. Donc en fait, c'est pas en s'acharnant sur le rouleau, en dehors de l'entraînement encore moins, que vous allez gagner en mobilité. Si vraiment vous voulez gagner en mobilité, il va falloir travailler sur des positions bien spécifiques, faire du bench justement en étant bien ponté, et aussi tout simplement comprendre les mécanismes de rétraction, des pressions scapulaires, ouverture thoracique, bracing thoracique, placement sur la nuque, enfin le torque aussi, le fait de rejoindre, de créer un point de force en fait au niveau de la cage en rejoignant la production de force des jambes et la production de force du haut du dos, donc de la nuque. Enfin, il y a énormément de notions qui, juste si vous les comprenez, font de votre pontage, enfin, améliorent instantanément votre pontage. Parce que c'est pas non plus qu'une question de mobilité, en fait. Ouais, et je pense que tu as beaucoup de personnes qui surcomplexifient le truc en mode je vais faire du rouleau, faut que je pense à ça, ça, ça. Mm. Alors qu'en fait, un truc tout con, ça serait de penser à faire ton extension thoracique au max possible, tu vois, vraiment pousser ta cage le plus haut possible. Et déjà, en fait, avec la force de répétition, en fait, ton pontage va s'améliorer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, être stable dans ce que tu fais, parce que beaucoup peuvent avoir un bon pontage, mais ont aucun leg drive, ou aucune notion d'ancrage, etc. Et en fait, parce qu'ils ne sont pas stables, forcément, ils subissent la charge, et la charge fait qu'ils s'affaissent et qu'ils perdent du pontage. Beaucoup n'exploitent pas le plein potentiel de leur pontage, et c'est dommage, parce que, encore une fois, le pontage, c'est ce qui fait que ce mouvement est optimisé, tout simplement. Parce que... Après, il ne faut pas non plus rentrer dans l'extrême, parce que par moment, trop de pontage peut amener une perte de production de force, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, il y a beaucoup de notions à apprendre sur ça. Toi, par exemple, un truc qui t'a aidé à peut-être comprendre le pontage ou mieux te placer sur ton bench, c'est quelle notion? Bah, tu l'as dit, mais c'est la dépression scap, Ouais, en ok. vrai. Bon, en vrai, c'est la base. Ouais. Ça, plus peut-être l'extension thoracique active, en Ouais, gros, penser à comme envoyer sa si, cage vers la barre, tu vois. ouais, comme si en fait la barre, elle était aimantée vers la barre, la cage était aimantée vers la barre. Ça aide énormément parce que tu pousses en actif en fait. Et d'une part, déjà, c'est efficient pour ton leg drive, ta tension au niveau de la chaîne scapulaire, etc. Mais en plus de ça, en termes de pontage, c'est génial. Donc, ouais, en vrai, si vous avez deux choses à retenir, comprenez le mécanisme de dépression scapulaire, donc d'abaissement des scapulas vers les hanches, et le mécanisme d'extension thoracique, donc le truc magnétique vers la barre, quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu as une grosse galère technique dessus? Genre, quelle a été ta Bah, plus grosse galère? comme je t'ai dit, du coup, moi j'ai commencé le power en n'étant pas du tout au standard parce que je faisais du power sans avoir cette notion de compétition. Je faisais du power juste pour être fort et soulever lourd au bench et au terre, etc. Ouais. Donc en fait, j'ai commencé le bench avec les pointes de pied surélevées,
enfin pas surélevé, mais en gros j'étais en pointe de pied, les talons ne touchaient pas le sol, donc un peu comme ce que tu peux voir en WPC sur certains bench, et j'avais les fesses qui étaient complètement en lévitation au-dessus du bench. Donc moi, c'est ces points techniques qui ont été les plus compliqués à bosser parce que j'ai dû transitionner du coup sur une technique qui était carrément différente, un leg drive qui était différent parce que j'avais la sensation d'avoir beaucoup moins de leg drive étant donné que j'étais beaucoup moins en appui sur mes jambes. J'avais des douleurs au niveau du bas du dos qui se sont installées parce que je devais maintenir mon extension thoracique en ayant les hanches beaucoup plus basses. Donc en fait, mon mouvement a été complètement changé du jour au lendemain. Donc ça a été la plus grosse problématique technique à gérer. Et une fois que ça s'est instauré, j'ai jamais eu de gros problèmes. Mon évolution au bench a toujours été linéaire, enfin linéaire en mode, j'ai pas eu le problème qui fait que, tu vois, jamais eu de réelles douleurs, etc. Enfin, donc moi, je suis pas un très bon exemple en termes de, ok, comment j'ai fait pour surpasser ça. Enfin, j'ai des exemples minimes, mais un gros truc, tu vois, qui m'a marqué, je suis pas sûr. En vrai, donne-moi ta réponse. Peut-être que en réfléchissant, je vais retrouver un truc. Ouais, moi j'ai une petite anecdote. C'est que au départ, pour me placer, je mettais les pieds sur le banc. Ah oui, putain, à l'époque, ça. À l'époque, c'était autorisé. Et du coup, je faisais mon placement, les pieds sur le banc et tout. Et là, à un moment, j'apprends que c'est plus autorisé. J'étais en mode, putain, ça fait plus d'un an que je fais la même chose et je vais Ça, devoir tout changer. ça m'a étonné quand ils l'ont interdit, hein. Genre, je me suis dit, bah, en vrai, on s'en branle, tu vois, genre, tant que les personnes sont à l'ADEPS, tu vois, genre, ça change rien, en fait. C'est une façon de se placer comme une autre. Ouais, mais Ouais. voilà. Ouais. Et Et du du coup, coup, ouais, t'as mis quoi en place quand t'as dû transitionner? en vrai, j'ai testé des trucs et bon, au final, t'es obligé de faire, de faire la même chose, mais les pieds au sol, quoi, pour te Non, placer. moi, je trouve tellement pas ça efficient de se placer avec les pieds sur le banc. Genre, je comprenais pas les personnes qui faisaient ça à l'époque parce que quand tu te places les pieds sur le banc, déjà, tu vas perdre énormément de stabilité quand tu vas devoir reposer les pieds au sol. Tu vas perdre énormément en standardisation parce que tes pieds, tu les reposeras toujours d'une manière différente. Que tu le veuilles ou non, il y aura toujours un degré Ouais. d'ouverture de pied ou même au niveau de la longueur du banc, tu seras jamais pareil. Donc, je comprenais pas trop ce délire. J'ai testé moi-même, hein, mais ok, au niveau de l'ancrage, t'es pas mal. Mais une fois que tu dois reposer les pieds, c'est pas ouf. Ouais, c'est ça. T'es Mais mieux ouais, maintenant, du coup? bon, en vrai, maintenant, je suis bien. Ok. Ouais. Mais tu te sens mieux ou alors tu aimerais bien retourner vers l'ancienne méta Non, en vrai, c'est trop, je m'en souviens plus, en fait. Ouais, C'est ok. trop loin. Je C'est suis quoi? trop, C'est il y a je 3 ans, suis non? trop, je suis trop vieux. Ah, c'était il Non, y a non, 3 plus, ans que Ah ouais, plus. plus? Non, tu rigoles. Ou alors c'est peut-être moi qui vois pas les années passées, mais Non, je crois que ça fait 5 ans. bah non, mais il me semble que c'est venu en même temps que la règle des coudes. Je crois pas. Ah, Je crois que c'était avant. bah, écrivez-nous en commentaire ceux qui savent, mais il me semble qu'ils ont mis les deux en même temps et justement, c'était lié au pontage, il me semble. Mm. Mais du coup, ouais, attends, je suis pas sûr d'avoir retrouvé un truc, moi, un truc qui m'a un peu saoulé. Enfin, moi, je sais que mes problématiques, c'est sur du lourd, l'ouverture des coudes. J'ai une mauvaise gestion de ma poussée et de ma tension au niveau du dos, ce qui fait que mes coudes, par moment, partent un peu en couille sur du très lourd, genre sur des tentatives de 1 RM, ce qui fait que je me retrouve à pousser dans le mauvais sens, en fait, et avoir une mauvaise gestion de ma trajectoire. Donc ça, c'est le problème, on va dire. Sinon, en vrai, j'ai jamais eu de problème. On va dire que Est-ce j'ai que, toujours été à l'aise avec ce mouvement le jour où je l'ai compris. Il y a un jour où, hop, j'ai eu pas une révélation, mais j'ai eu un feeling. Bah, d'ailleurs, c'est le jour où j'ai passé les 100 kilos. Et j'ai fait, mais putain, en fait, le bench est super simple. Et voilà. est-ce que t'as déjà eu une longue période où genre tu le détestais, tu le détestais? Ouah. Que je le détestais, non, parce que bah, le bench, c'est le mouvement que j'ai toujours eu dans mon entraînement, étant donné que je me suis jamais blessé. Par contre, le bas du corps, j'ai eu des opérations, des blessures, etc. Donc, il y avait toujours le bench qui était là pour me réconforter. Donc, non, il y a une vraie relation d'amour entre lui et moi. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que j'arrive à performer sur ce mouvement, c'est que j'ai été linéaire dans ce que j'ai fait. Maintenant, oui, il y a toujours des périodes où tu es là en mode, je sais pas, par exemple, quand tu accumules trop de tension passive bah, dans le dos, par exemple, tu as du mal à te placer au niveau des scapulas, donc tu perds peu à peu ton pattern et il faut un moment où en fait tu pètes un câble, où tu t'entraînes plus sur ton bench pendant 3 4 jours et en fait ça revient. Enfin, faut savoir juste identifier ces moments-là, mais non, ça m'est jamais arrivé d'être dans un schéma où je déteste le bench. En plus, pour moi, le bench, c'est le mouvement le moins énergivore, vu que j'ai un bon pontage. Euh,
Tu sais, c'est pas un mouvement aléatoire où je suis bon à une séance, pas bon à une autre. Genre, c'est très linéaire. Donc, Ouais, et ça va, toi? t'es clean. Toi, je suppose que oui, du coup. Ouais, En bah. fait, ça va être un podcast sur la relation de Romain. Parce que moi, il y a rien qui va pas. Tu sais. Non, mais c'est bien d'avoir plusieurs points de vue. Non, en vrai, moi, je suis. En vrai, je progresse linéairement, mais pas autant que je voudrais, tu vois. Bon, je pense que tout le Bon, monde, après, tout le oui, monde va dire ça, tu vois. c'est ça. Mais ouais, moi, j'ai eu plusieurs problèmes. J'ai une tendinite un peu Tendinopathie, hein, tendinopathie, pardon, voilà. pour dire les bons termes, qui revient régulièrement, tu vois, à l'insertion de La longue portion du biceps, ouais, tendon sur du le biceps. ouais, tendon du long Ouais. biceps, qui revient en fait dès que je mets un peu trop de tension, un peu trop de volume, un peu trop d'intensité dessus. Ouais. Et du coup, ça me freine. Enfin, ça me freine depuis un petit moment sur mon évolution. En gros, tu n'arrives pas à cumuler plus de volume pour aller au-delà de ta, de De ta mon niveau. baseline. Et du coup, ouais, Maxence, il a le même problème. Il a du mal à évoluer sur son bench à cause de ça. Ouais. Ok. Et du coup, là, j'ai testé un truc qui marche plutôt pas mal là, depuis 2 mois. C'est de baisser en fait ma fréquence. Tu fais Donc, combien? du coup, je suis passé de 4 à 3. Ah oui, ok. Ouais. Mais je fais plus de volume dans les séances et je me laisse plus de temps pour récup. Quand tu dis plus de volume, c'est plus de séries, plus de reps? Ouais, plus de séries. Ouais, Ok. Genre, par exemple, un format type, c'est quoi? 6x6. ouais en fait, je suis passé de format autour des 3-4 séries, pardon, à plutôt 5-6, tu vois. Ouais, donc en gros, tu as augmenté le volume, mais tu as diminué la charge, quoi. Ouais, ouais, globalement, bah, des fois, tu vois, je peux avoir en fait, j'ai un format plutôt volume où je fais du x5. Donc, je peux Ok. avoir 5x5, par exemple. Et un format plutôt lourd où j'ai un single et après des doublés. Tu vois, 1 x 1 et 4 x 2 ou 5 x 2. Et après, un format un peu plus technique. Où là, Ouais, donc tu as un primaire, secondaire, ternaire, quoi. ouais, c'est ça. Ok. Moi, je suis pas fan de la polarisation au bench, mais on en discutera si elles sont dans tes questions. Ça marche. Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne au début. Sur le bench, du coup, Ouais, sur le bench. mange ton volume. Genre, mange ton volume, répète en boucle ton bench, optimise tes leviers à 100%. En fait, il y a tellement de conseils, mais c'est Le soit mec, il musclé a donné aussi, 10 genre. conseils. Ah, mais ça, genre, soit musclé, renforce ton dos à mort, n'écoute pas les gens qui disent que le dos, c'est pas important. Euh, cherche à avoir des gros pecs aussi, genre, en fait, part du principe que plus tes pecs peuvent encaisser voilà, du stress, du volume, etc., plus ils ont une capacité de travail relativement haute, plus tu seras bon au bench en fait. J'ai jamais vu quelqu'un être nul au bench en ayant des petits pecs, enfin être nul au bench en ayant des gros pecs, etc. Genre c'est, en fait, il y a des choses toutes bêtes en fait. On n'est pas obligé de rentrer toujours dans la science entre guillemets. Ouais, mais il n'y a pas d'études qui montrent que. Il y a des choses, c'est full empirique, mais c'est juste ce qui fonctionne quoi. Et justement, on cherche à pousser tes formats. Enfin, il y a tellement de conseils que je peux pas te donner une réponse, mais globalement, fais beaucoup au bench, si tu veux une réponse. Fais beaucoup au bench et cherche à faire beaucoup. Ouais, je suis d'accord. C'est le mouvement qui répond le mieux à des grosses périodes de stress, des grosses périodes de volume, etc. et de façon linéaire à l'année, quoi. Bah, c'est sûr qu'en fait, quand on vient de la muscu classique et qu'on fait une fois par semaine du bench, tu vas Bah, ça passer sur dépend, ça dépend quel est ton format d'entraînement, mais oui, oui. une, une ou deux fois, tu vois, et que tu en viens à faire 3, 4, 5 fois, et tu te rends compte que ça explose, bah, il n'y a pas de secret, quoi. Tu t'en fais plus. Ouais. Ouais, puis voilà, on parle d'un mouvement beaucoup moins traumatisant aussi nerveusement. Enfin, encore une fois, ne te sens pas insulté si tu as des bras de 3 mètres, etc. Oui, malheureusement, tu n'as peut-être pas la morpho qu'il faut et tu te sens peut-être pas concerné par ce que je suis en train de dire, mais on va dire que pour allez, 85% des personnes, la plupart des gens peuvent tolérer 4 à 5 séries par jour, 4 fréquences, etc. Enfin, Ouais. on va pas rentrer dans l'individualisation en mode oui, mais non. Donc oui, faire beaucoup au bench. Et en vrai, tu disais, ouais, quand on faisait de la muscu, on faisait peut-être un ou deux bench.
Ouais, mais on faisait 36 000 renfos pec à côté, du vis-à-vis, du chest fly, de la chest press, du décliné, du dumbbell bench press. Enfin, tu vois, il y avait une fréquence qui était quand même bien présente. En fait, que ce soit du bench ou un autre mouvement pec, c'est une fréquence de stimulation sur la zone pectorale qui est présente, en fait. Donc, si tu avais cette capacité de travail en étant go muscu et en t'envoyant des gros RPE 10, parce que là, on parle pas de faire des RPE 10 à chaque séance en faisant du bench, je pense que tu as la capacité de faire 4 bench par semaine avec plus de 4 séries, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, arrêter avec des exos, tu vois, genre faire 36 000 exos pec, alors que tu pourrais faire 3-4 séries de plus sur ton bench Pardon. et ça serait plus opti. Bah ouais, en fait, pour moi, si tu fais un renfort pec, c'est soit parce que, je sais pas, par exemple, le mouvement bench comp est trop stressant pour toi. Par exemple, tu as une grosse ROM, etc. Donc, en fait, tu dois compenser en ayant une fréquence de stimulation au niveau des pecs qui est un petit peu moins traumatique. Je sais pas, un vis-à-vis, un truc comme ça, tu vois. Soit parce que tu as envie vraiment de te déglinguer sur ta zone des pecs, chose que tu ne peux pas faire parce que tu es très fort au niveau du bench. Donc, si tu te déglingues, tu es obligé de mettre des charges très lourdes. Par exemple, je sais pas, moi, par exemple, si je veux faire un x8 RIR 0, je suis obligé de mettre 140, tu vois. Et je pense que du coup, si je mets 140 RIR 0, je me flingue, enfin, je le fais, mais je me flingue pour une semaine. Alors, du coup, je vais me tourner vers une chest press où je pourrais faire la même chose en étant sur un mouvement qui va être beaucoup moins traumatique, etc. Tu vois. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai perdu trop de temps à faire des isolations. Genre des ISO en mode mono-articulaire vis-à-vis Ouais, poulie, ouais. moi, je recommande pas en vrai. Genre, avec l'expérience, je suis là, les débutants, je leur dis, mais les gars, bourrinez le polyarticulaire. Genre 80% de votre séance, ça doit être ça. Pour moi, ce qui va être intéressant sur les exercices mono-articulaires et qui est isolation, c'est surtout cette recherche un peu d'afflux sanguin, tout ce qui va être mind-muscle connection, ou alors par exemple en réhab, si tu as besoin de localement bouger la zone, etc. Mais en ce qui concerne genre vraiment cette optique mass builder, etc., fais du bench. Ouais, fais du bench. Ou alors une grosse chest press, tu vois, mais pas fan du Ouais, reste. mais je suis d'accord avec toi, mais il faut pas avoir 50% de ta séance à faire du pump à la poulie, quoi. Ah, non, mais Ah, ça ok. sert à rien de faire 50% de ta séance à faire des renfos si en fait toute cette énergie-là, tu pourrais le mettre dans du plus spécifique. Maintenant, ce que tu veux dire surtout, c'est ça sert à rien d'avoir euh, la planif du go muscu qui connaît pas grand-chose, où tu as 5 exercices pec par séance ou 5 exercices dos, enfin, tu vois le truc. Ouais. Alors que tu peux en choisir un ou deux et C'est bombarder. ça, et bombarder dessus. Bon, maintenant qu'on voit un peu plus ton début de bench, ton parcours, Ouais. j'aimerais qu'on creuse sur peut-être les méthodes, comment tu as pu en fait progresser autant dessus, ce que tu as testé sur toi, ce qui marche pas. Et du coup, voilà, la petite question, c'est j'aimerais savoir en fait l'évolution de tes perfs au fil du temps. Genre, ça ressemble à quoi? Je te réponds en premier à ce qui marche pas, etc. Ou alors juste on commence par l'évolution au niveau des charges. Vas-y, l'évolution des charges Ok. et j'ai d'autres questions de toute façon. Bah, comme je t'ai dit, j'ai commencé aux alentours de 60 kilos en série de 3-4 RPE 10 poignée cassée et à la mort. Et ensuite, du coup, j'ai surtout développé mon développé couché haltère. L'objectif, c'était vraiment de prendre les 50. Je me rappelle, elles étaient en train de prendre la poussière à Basic Fit, donc c'était vraiment mon objectif. Chaque semaine, j'essayais d'overload de 2,5, mais c'est pas comme ça que ça marche, donc je me prenais des murs. Puis un jour, je suis arrivé aux alentours de 45, un truc comme ça, et je me suis dit, oh, ça pourrait être pas mal d'aller chercher un petit peu de bench à la barre. Et c'est là où j'ai commencé le power. Donc, on va dire que j'ai eu les 100 kilos avec les fesses surélevées, etc. Donc, pas au standard, pas à la claque, etc. Je les ai eu en peut-être 3 mois. Donc, je sais pas si c'est propre. Honnêtement, vu comment la rep était dégueulasse, j'en étais pas très fier. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont pas encore 100 kilos alors que, voilà, quoi. Moi, à l'époque, je devais être aux alentours de 80 kilos quand même. Donc, j'étais plus lourd que ce que je vais être les mois qui vont suivre ensuite le commencement du power. Donc, il y a eu les 100 kilos. Après, ça s'est enchaîné. On va dire que j'ai pas les barres en tête exactement, mais je prenais à peu près 5 kilos au bench par tous les un ou deux blocs. Donc, je suis vite arrivé aux 130.
Les 130, ça a été un gros palier. Genre, je pense que je les ai atteints en 1 an peut-être. Et ensuite, c'est là où ça s'est complexifié et où il a fallu mettre en place vraiment des gros protocoles, etc., pour gagner 2,5 par-ci, par-là. Donc, j'ai bien mis 5-6 mois pour atteindre pour passer de 130 à 140. Les 140, c'était le début d'une grosse stagnation, il me semble. J'ai dit ça de tête, mais je me rappelle plus exactement. Donc ensuite, au 140, je me suis fait opérer du coccyx, il me semble. Donc je pouvais plus faire de mouvement bas du corps pendant 6 mois. Et j'en ai profité pour faire le Smolov. À l'époque, j'ai fait le Smolov JR. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une programmation de barbare où il y a genre en début de semaine, il me semble que tu commences avec un 4 ou 5 fois 6, ensuite 5 fois 5, ensuite 6 fois 4 et ensuite un 10 fois 3 en fin de semaine avec à peu près, je crois, 80, ça commence à 80 ou 85% de ton RM, donc c'est un truc de zinzin. Et je l'ai tenu parce que technique optimisée, pontage, etc. Donc, on va dire que j'avais le profil pour. Et ça m'a bien fait progresser. Je crois que j'ai fait 145, du coup, enfin, c'est plus 5 kilos en un bloc. Après, je suis arrivé au 150 et 150, ça a été la plus grosse barre que j'ai fait en 74. Et c'est à ce moment-là où je me suis remis en question parce que j'arrivais pas à aller au-dessus de 150. Donc c'est le jour où j'ai décidé de commencer à remanger, etc. Et monter en 83 que j'ai débloqué les paliers. Et actuellement, là, je suis à 165 avec un petit peu de marge. Donc j'aimerais bien faire 170 d'ici, du coup, la fin de mon macrocycle dans 3 mois. Dans 3 mois. Et donc en étant en 83. Donc voilà mon Ok. évolution. Ouais, bah c'est quand même cool, hein. Franchement, 165, très très propre. Et Bah, qu'est-ce qui t'a fait passer de 80 à 74 au départ? Pourquoi t'as perdu autant de poids? l'envie d'optimiser ma KT, hein, comme tout débutant. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, les minima, c'était pas ceux qui sont actuellement. Hein, donc, on avait tous envie d'aller chercher le minima le plus accessible, le plus simple. Et en fait, c'est limite, j'avais besoin de 3 mois d'entraînement et j'avais les minima, quoi, en 74. Hmm. Donc, j'ai directement vu cette opportunité-là. Et puis, à l'époque, vu que je sortais du schéma un peu go muscu, etc., je voulais rester propre. Je voulais rester musclé, sec, etc. Donc, on va dire que mes objectifs convergeaient dans cette caté. Et en fait, avec le temps, tu te détaches de plus en plus de ton physique, même si tu le vois évoluer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que tu t'en détaches et que tu n'as plus peur de perdre ton physique. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que non, tu es fait pour être gros, rempli, etc. Donc voilà, tu fais le choix de sauter le pas et je pense que l'augmentation drastique des minima a aidé beaucoup de personnes à ce niveau-là. C'est qu'en fait, même si tu optimises ta KT, tu n'as plus les minima aujourd'hui, donc autant manger, quoi. Et du coup, t'as parlé que, tu sais, au bout d'un moment, t'as réussi à débloquer un truc, tu vois, en mode, oh, le bench, c'est simple, à 100 kilos. C'était quoi le changement le plus simple qui a eu le plus gros impact sur ton bench? Le jour où j'ai compris le leg drive, le fait de ne pas écraser mes fesses au sol, genre de laisser mes fesses en lévitation très légère au-dessus du bench, j'ai compris cette notion de tension continue, en fait. Genre de faire qu'un seul bloc avec... Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, mais j'ai tout associé d'un coup. Genre, j'ai associé le fait de serrer le banc avec mes genoux et mes mollets, en ancrant du coup mes pieds au sol, en ayant les fesses un peu surélevées, enfin, pas surélevées en contact, mais très léger. Et en fait, cette séance, il s'est vraiment passé un truc où, waouh, putain, je La suis séance du genre, je Seigneur, mon cousin. suis dans un état de flow de zinzin et tout. Et en fait, juste, je me suis pas posé 36 000 questions, j'étais à l'aise, j'ai recommencé sur la séance d'après. Et au lieu comment dire, de me concentrer concrètement sur des choses très techniques, je me suis concentré sur une sensation que je voulais répéter à chaque séance. Genre moi, j'ai pas, depuis le début de ma carrière, j'ai jamais eu ce truc où je me casse la tête avec un queuing. J'ai jamais eu ça. Je me suis toujours concentré sur une sensation et tendre vers cette sensation, tu vois. Moi, je me repère grâce à cette sensation. Et aujourd'hui, par exemple, quand je travaille sur un aspect technique, par exemple sur mon squat, je ne pense pas à l'aspect technique pendant que je lift. Je pense à la sensation que cet aspect technique doit m'apporter. Par exemple, je sais pas, je bosse sur, je te dis une connerie, mais je bosse sur mon hinge, le fait d'avoir un peu plus d'envoi des hanches en arrière sur mon squat. Je vais me concentrer un petit peu plus sur ressentir l'étirement qu'il y a au niveau de mes ischios et de mes fessiers, ce qui Ouais. va m'indiquer que je suis sur le bon chemin.
plutôt que concrètement me concentrer sur un truc qui va me perturber, tu vois. Bah, c'est pareil au bench. Je me suis jamais perdu, en fait, avec des queuing compliqués. J'ai mis en place la base qui est très simple et qui se met en place dès le setup. Donc, en gros, tu réfléchis sur le setup et après, tu n'y penses plus. Donc, le fait d'avoir les pieds bien ancrés au même endroit, les fesses qui s'écrasent pas, etc., ça, c'est des choses que tu penses en amont. Et quand je commence à descendre, on ne pense plus, on se concentre surtout sur la sensation, en fait. Et ça, franchement, c'est un des conseils que je donne le plus à mes athlètes, c'est se détacher un petit peu de l'aspect technique, réflexion pendant le mouvement et de se concentrer sur un truc que tu veux rechercher à chaque séance. Ok. Ouais, Et si tu te sens comme une merde, c'est que la sensation est mauvaise. Donc, c'est là où tu vas devoir travailler ta sensation pour tendre vers quelque chose de mieux et ainsi de suite. Ouais, et si jamais vous avez du mal à ce niveau-là, au niveau de la sensation, etc., il faut savoir que ça vient aussi avec le temps, à force de répéter. Et aussi, plus vous avez de muscles et plus vous pratiquez le mouvement, plus vous allez pouvoir améliorer vos sensations, ressentir certaines choses et être plus à l'aise sur les mouvements. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. Bah, tu vois, c'est bien que tu dis ça parce que moi, un truc qui m'a grave aidé, c'est que vu que ça fait longtemps que j'avais commencé la muscu, etc., j'avais énormément de notions sur tout ce qui va être pré-fatigue, mind-muscle connection, etc. Et je m'en suis toujours servi jusqu'au jour où en fait j'en avais plus réellement besoin. Mais moi, quand j'ai débuté la force, c'était impensable de faire un échauffement sans préactivation. Parce qu'en fait, alors certes, j'avais un bagage derrière moi, donc j'avais une plutôt bonne connexion neuromusculaire, etc. Mais je ressentais très mal mes pecs si je ne me préactivais pas. Je ressentais très mal mes fessiers au squat si je ne me préactivais pas. Et sur chacune de mes séances, il y avait le mouvement mono-articulaire isolation que je tabassais sur une série. J'avais un gros pump. J'étais réveillé sur ces zones-là. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé à conscientiser mon corps pendant mes mouvements. Parce que j'avais toujours cette pré-fatigue qui était présente avant de commencer. Et il y a beaucoup de personnes qui ont zéro déjà background sportif, donc qui ont une proprio un peu hachée, et qui en plus de ça ne font pas ce genre d'exercice de proprioception avant leur lift et qui s'étonnent, ouais, je sens pas mes pecs, je sens pas ci, je sens pas ça, je comprends pas quand tu me dis contracte. En fait, commencez par savoir contracter volontairement votre muscle. Donc, par exemple, il y a un exemple tout simple, mais si tu n'arrives pas à contracter ton trapèze supérieur, genre en mode le faire bouger, sans hausser l'épaule, justement, bah, c'est que tu as une muscle collection à cet endroit-là qui est pas bonne. Bah, taf là. Si tu n'arrives pas à faire bouger tes pecs, un peu comme les beaufs, moi je suis un beauf, j'adore faire ça, bah, c'est qu'il y a un problème au niveau de ta muscle collection. Travaille là. Et quand tu sauras activer tous les muscles de ton corps de façon consciente, voilà, comme ça, c'est des choses que tu vas pouvoir transférer sur ton bench, etc. Parce que il y aura de la conscience dans ton mouvement, quoi. Mais à l'inverse, tu as beaucoup de mecs qui viennent du body et qui se concentrent exclusivement là-dessus. Sur le fait de contracter la zone, ouais, etc. Genre de ressentir un peu tous leurs muscles pendant le mouvement. Alors que, mec, déjà, t'as pas assez lourd parce qu'en fait, si tu penses à ça, c'est que t'as pas assez lourd parce que normalement, tu penses juste à pas mourir quand tu fais du squat ou du bench ou du terre lourd. Alors, je pense que tu le formules pas de la bonne manière parce qu'ils se concentrent sur le fait de garder leur tension, donc de rester dans leur axe, par exemple sur un tirage, je sais pas quoi, de pas relâcher en protection, je sais pas quoi, mais ils se concentrent surtout sur le pump, la brûlure, la contraction en mode. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre, c'est pas tant la tension, c'est plus ils se concentrent sur sur un mauvais aspect de la conscience du mouvement, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais pour eux, ils ont connu que ça, tu vois. Oui, bien sûr. C'est pour ça Bah, que. c'était Nassim avec sa contraction volontaire, je sais pas quoi, là. Ouais, Je sais c'est pas ça. si tu te rappelles. Ouais. En fait, t'as pas le temps de penser à contracter tes muscles, tu vois, quand tu fais ton mouvement, tu vois, ça va trop vite. Ouais, puis Mais, naturellement, ton muscle va se contracter de toute façon. mais comprendre un petit peu ton ressenti global et ton ressenti sur certaines parties, oui, ça va grandement aider, mais il faut pas que ça soit non plus tout ton focus doit pas être dessus, quoi. En fait, le ressenti de tes muscles, c'est un indicateur pour ta tension. C'est pas en mode vouloir ressentir mes pecs pour ressentir mes pecs. C'est ressentir tes pecs pour capter et être conscient que là, tu es en tension et que si tu sens que tes pecs se relâchent au dernier moment sur ta claque, c'est qu'il y a eu un problème à cet endroit-là. Moi, par exemple, le fait de rester genre tendu de A à Z sur mon bench,
C'est ce qui me permet d'être safe dans ma technique parce que je contrôle tous les muscles de mon corps, tu vois. Par contre, si tu descends sans avoir aucune sensation au niveau des pecs, bah, tu n'auras jamais ce truc où en fait il y a du contrôle en bas du mouvement parce que tu ne contrôles même pas. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer parce que moi je le ressens, ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que j'ai tellement l'habitude de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au plus tu es conscient des muscles qui se contractent dans ton corps, au plus tu vas avoir du contrôle sur eux. Et du coup, au plus, forcément, ton mouvement va être stabilisé et prédictible, surtout prédictible. Et d'ailleurs, pour bosser ça, ou en tout cas pour t'améliorer au bench, si tu devais donner ta variation favorite, ça serait laquelle? Bah, au bench, j'ai pas de variation favorite, mais j'ai des variations que j'utilise beaucoup. C'est des variations très simplement transférables. Donc, ça va être le 3CT. 3CT, je peux même le programmer sur 2 fréquences à la semaine parce que le 3CT va avoir des effets, va avoir des avantages au niveau de l'auto-limitation de la charge. Donc, je peux m'en servir pour périodiser. Je peux me servir du 3CT pour conscientiser justement la portion basse. Donc, le mécanisme de garder sa tension de A à Z, de ne pas s'écraser, d'avoir de la sensation en bas. Je peux m'en servir comme ISO en cas de réhab. En fait, le 3CT, pour moi, c'est un couteau suisse. Donc, ça va être la variation qui est le plus présente dans mes programmations. Maintenant, variation très simple, le tempo sur la descente avec, par exemple, une petite pause en bas. Donc, je sais pas, un 2-1-0, un 3-1-0, ça va dépendre. Si la personne a vraiment beaucoup de mal, justement, à conscientiser la mise en tension sur la descente, bah, je vais lui imposer un tempo descente qui va automatiquement amener un besoin de se stabiliser sur la descente. Et pour se stabiliser, bah, faut contracter les muscles, faut maintenir une tension, tu vois. Donc, ça va être intéressant. Depuis peu, j'aime beaucoup utiliser le 3-1-3. Moi qui n'étais pas très fan des variations concentriques parce qu'elles dénaturent un peu le mouvement, en fait, dans un objectif vraiment technique de proprioception, etc., c'est une variation qui marche super bien sur mes athlètes parce qu'ils comprennent enfin ce truc de OK, si je sors de ma trajectoire, vu qu'il y a 3 secondes de remontée, je vais vraiment ressentir la problématique. Et justement, c'est une variation qui, pendant le mouvement, te permet de réfléchir un petit peu. Donc, bien évidemment, je ne vais pas surcharger cette variation. C'est un truc sur une fréquence 4 ou je ne sais quoi que je vais mettre. Mais c'est vraiment un truc en mode, je te donne une béquille pour conscientiser la chose et on va te la retirer plus tard. Donc, ouais, je dirais ça. 3CT, tempo excentrique, un peu de tempo concentrique. Et sinon, ça m'arrive de mettre du spoto, histoire de conscientiser un petit peu plus le soft touch ou même en réhab. Enfin, ça va dépendre, mais c'est généralement les 3 que je t'évoque là. Non, mais c'est ça. En fait, j'ai une explication pour chaque variation. Je peux t'expliquer pourquoi je programme du Larsen, etc. Je programme jamais une formation je programme jamais une variation pour programmer une variation. Il y a toujours un but derrière. Mais les 3 que je t'ai évoqués sont les plus celles que je programme le plus. Ouais, je suis d'accord. Et c'est quelque chose qui va être amené à dégager. Hein. Moi, par exemple, je ne me programme jamais de variation pratiquement, tu vois, à part 3CT ou un peu de Larsen. Ouais, en fait, il faut savoir que les variations vont être là pour aider à comprendre une cue, mais si ça peut être fait avant sur le comp, bah, mieux vaut rester sur du comp. C'est ça aussi qu'il faut dire. Et moi, je suis d'accord avec ton choix de variation, surtout sur le pause et le contrôle sur la phase excentrique. Je t'avoue que j'ai pas testé en fait je suis pas très fan du concentrique. Enfin, en tout cas, je l'ai pas expérimenté. Si tu maîtrises pas, de toute façon, teste pas ou alors essaie de le maîtriser sur toi-même au début, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que ça sert à rien en fait, si ça te parle pas, le fais pas, tu vois. Ça, c'est un message au coach. Ne faites pas des choses qui vous parlent pas. Ouais. Bon, en tout cas, je connais pas très bien. Je l'ai pas programmé ça sur le concentrique, mais en tout cas, j'ai des très bons résultats sur l'excentrique, le contrôle sur l'excentrique et sur la pause. Donc ouais, c'est ce que je recommanderais aussi, bench pause, 2 ou 3 CT et puis tempo 3, 4. Après, moi j'en parle dans le e-book, mais les variations ont plusieurs buts. Il y a la variation qui va être auto-limitante, donc qui va te limiter en termes de charge sans pour autant dénaturer ton pattern et qui donc va être intéressante dans un objectif de programmation, on va dire intra-macrocyclique, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, tu commences ton cycle 1 du macrocycle avec un 3CT, le cycle d'après, tu passes, je sais pas, en 2CT, tu finis en comp, enfin, j'ai un truc tout con, mais il y a cette variation qui va être intéressante là. Il y a la variation qui va être intéressante au niveau de la technique, au niveau de la proprio. Donc, soit associer un queuing, soit en fait le queuing seul ne marche pas, donc tu es obligé de
de mettre un truc qui va obliger l'athlète à conscientiser la chose. Donc ça va être la variation comme tu viens de l'évoquer. Donc, le tempo excentrique, le pause, etc. Il y a la variation qui va être là aussi pour limiter la ROM, donc en cas de réhab, le spot au press, ou limiter la charge parce que l'athlète ne peut pas supporter en réhab une charge comme celle-ci, donc une variation avec beaucoup de contrôle, le 3-1-3, je sais pas quoi. En fait, il faut juste encore une fois comprendre pourquoi tu programmes telle ou telle variation, ne pas la programmer juste parce que c'est stylé ou parce que tu t'ennuies dans ton entraînement. Et s'il n'y a pas de gain en fait, ou que tu ressens pas du tout je sais pas, de gain en fait quand après avoir fait cette variation quelques mois plus tard, dégage-la en fait. Vaut mieux faire du comp et conscientiser les choses concrètement sur ça, quoi. Petite question par rapport à la prog. Est-ce que tu penses qu'il faut faire du bench lourd souvent pour progresser? Ça va dépendre de ce que tu appelles lourd, mais oui, il faut se pousser au bench. Il faut arrêter d'être dans ce schéma de je programme mon bench comme je programme mon squat et mon terre. À part si tu es tombé dans la méthode de l'hyperfréquence sur les 3 mouvements. Le bench, c'est un mouvement qui va récupérer beaucoup plus facilement. Enfin, encore une fois, on parle du bench de quelqu'un de normal. On ne parle pas du Slenderman du powerlifting. Donc, c'est un mouvement qui va récupérer super bien, qui a besoin d'énormément de pratique, en fait, pour ancrer le pattern. Parce que, selon moi, le bench, c'est le mouvement le plus technique. Donc, qui dit technique dit besoin, en fait, de créer des schémas de mouvement, en fait, ultra optimisés pour justement pouvoir garder cette technicité. Et empiriquement, on peut voir que le bench réagit super bien à beaucoup de volume, beaucoup d'expositions lourdes, exposure thérapie aussi. Le fait en fait, quand tu es trop loin de ton max, etc., quand tu arrives face à ton max, il y en a qui réagissent très très mal. Après ça peut valoir aussi pour les autres mouvements, mais beaucoup plus pour le bench, j'ai l'impression. C'est un mouvement aussi qui s'apprend aussi sur du lourd. Si tu es trop léger tout le temps, en fait, forcément, tu vas avoir une technique qui peut être différente de ce que tu as sur du lourd. Donc, c'est intéressant de s'y exposer souvent pour conscientiser un pattern sur du lourd que tu vas garder sur du léger, plutôt que l'inverse. Sur du léger, je sais pas, 90% du temps, créer une technique qui est pas efficiente sur du lourd. J'en parlais avec une de mes athlètes ce matin, mais sa problématique à elle, c'est que sur du léger, elle va avoir une technique avec beaucoup plus de rotation externe, donc les coudes un petit peu plus rentrés, un point de claque un petit peu plus bas, etc. Et sur du léger, ça passe parce qu'elle est dans le contrôle et elle a la capacité en fait de faire voler la barre comme ça. Et en fait, quand elle va arriver sur du lourd, le naturel revient au galop entre guillemets, et elle a besoin d'une technique où elle a les coudes qui vont s'ouvrir beaucoup plus sur la remontée, etc. Et ce qui ne va pas du tout coller en fait avec sa technique qu'elle travaille sur du léger. Donc moi, ce que je lui ai dit, c'est que en fait, au lieu de 80% du temps avoir cette technique et le 20% du temps qui reste avoir celle-ci, on va inverser la chose et on va travailler cette technique que tu as et qui est instable sur du lourd, sur du léger, pour conscientiser tout ça. Donc voilà. Donc tu dirais oui. Je me rappelle plus c'était quoi la question, je m'éparpille, hein, parce que c'est un sujet qui est super intéressant. Mais ouais, non, c'était est-ce que tu penses qu'il faut faire du bench lourd souvent pour progresser? Donc oui, il faut pratiquer, et surtout chez les femmes. Chez les hommes, c'est un peu différent parce qu'il y a la notion de charge qui rentre en compte. Ouais, mais quand même, genre avoir une certaine charge, je sais pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, 90%. arrêter. Alors, par exemple, si tu veux concrètement que je te donne un truc, déjà arrêter de périodiser, de polariser, de ouf ces séances. Donc ça veut dire avoir, par exemple, 3 séances volume que tu pousses un petit peu et une séance primaire où tu vas être beaucoup plus exposé à du supramaximal, tu vois, enfin, en gros au-dessus de 90, enfin entre 85 et 100 si tu veux. Ouais. Donc pour avoir un volume qui va être qualitatif, vu que la charge est relativement lourde, pas trop légère, et qui va amener aussi un certain momentum pour le jour primaire. Donc par exemple, je sais pas, séance 1, 2, 3, une charge qui fait que augmenter, un rep range qui fait que diminuer, et tu arrives à la séance 4 avec par exemple, je sais pas, un single, soit que tu vas auto-limiter avec une variation, soit je sais pas quoi, mais que tu vas pousser. Donc toujours un format lourd par semaine, ça c'est obligatoire. Et je sais pas, moi ce que j'aime bien faire par exemple, c'est en back-off des clusters pour rester sur des singles et continuer un peu ce travail où il y a une exposition lourde. Après, c'est vraiment propre à chaque coach, mais je pars du principe que au plus tu vas t'entraîner submax au bench, au moins tu vas réussir à être confiant et à performer quand il va falloir envoyer du lourd, quoi. Ok.
Et pour finir, par rapport au bench, si tu devais donner une règle d'or pour progresser dessus. Même si Ce que je te disais tout à l'heure, mais pratiquer, tu vois. Vas-y. Pratiquer et être musclé. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour, c'était cool. Ouais, c'était cool. Bah écoutez, si vous kiffez bien le e-book, ma vision et un peu les thèmes que j'ai abordés dans le e-book. D'ailleurs, il y a le sommaire sur le site internet, donc vous pouvez voir directement ce qu'il y aura dedans. N'hésitez pas, et le code BENCH10 est toujours actif pour avoir 10% sur le e-book. Donc lien en bio, et encore une fois, c'est en achetant le e-book que vous soutenez aussi mon travail, et ça va me donner envie de faire d'autres e-books, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Donc si le retour sur investissement n'est pas là, on va éviter Yes. Ouais, je pense refaire que c'est l'action. cool. Bah, on a bien fait le tour du sujet. Du coup, maintenant, Ouais. Bah, merci Romain pour tes questions. rien, C'était cool aussi. t'inquiète. Bon, maintenant, on va passer au sujet un peu plus chaud. J'attends. Les World Games approchent. Il y a pas mal de discussions autour. Et bah, là, on a eu l'annonce notamment de Pana de se retirer. Donc, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Donc, première question, déjà, est-ce que tu es hype par les World Games cette année? Moi, je suis un grand patriote, donc je suis surtout hype quand il y a du français, quand voilà, il y a de la bagarre, il y a du titre, etc. Donc c'est surtout que ça qui me hype dans la force. Je suis pas très. Alors peut-être qu'il y en a, enfin, les puristes, ils vont me juger, mais je suis pas là à regarder les grands powerlifters américains. Enfin, bien évidemment, je les suis sur les réseaux, etc. Je regarde un peu leur travail, mais je suis pas du tout là à être hypé par eux. Enfin, je suis juste impressionné et c'est cool. Mais je regarde pas le powerlifting comme je regarde le foot ou un autre sport. Donc, au foot, on appelle ça un footix. Donc, quelqu'un qui connaît pas le foot mais qui parle un peu dessus. Moi, je suis un peu un powerx. C'est que, tu sais, il y a des gens, ils connaissent l'histoire d'un tel, ils sont là devant ils regardent les championnats sur YouTube du fin fond de la Russie, je sais pas quoi. Enfin, je dis de la merde, mais Ouais. moi, je suis pas du tout comme ça. Je regarde les grands événements, Sheffield, les KT françaises qui m'intéressent aux championnats nationaux, etc. Mais voilà. Donc, j'ai pas vraiment un avis sur les World Games en mode est-ce que t'es hype ou je sais pas quoi. Je vais regarder et je vais apprécier les performances de certains, quoi. Ouais, tu vas quand même regarder. Je vais regarder, mais encore une fois, je vais pas être là à regarder la biographie d'un tel, apprendre son nom, prénom, âge, palmarès. En fait, j'en ai un peu rien à foutre. Le power, c'est pas le sport qui me stimule le plus visuellement en tant que spectacle, enfin en tant que spectateur. Ouais, Donc je vois. voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais je sais qu'il y en a, ils sont méga, tu sais, ils sont là avec leur popcorn et tout. Je sais pas. Bah, je trouvais qu'il y avait pas mal cette ambiance avec Sheffield. Ouais, ouais. Et parce que c'est fait pour, et c'est ça qui est intelligent dans ce concept, c'est que ça dure sur une soirée, un peu comme un match de foot. C'est dynamique, c'est bien filmé, il y a de la hype, il y a du spectacle. Je trouve que les championnats du monde, les trucs comme ça, c'est loin d'être du Sheffield, tu vois. Ce qui est Ouais, dommage. Ce qui est ouais. dommage. Du coup, en fait, tu vois ça comme un championnat du monde bis, quoi. Je vois ça comme. En fait, moi, sur ce genre de championnat, je suis hypé parce que, je sais pas, il y a une de mes athlètes qui passe. Tu sais, c'est ça qui me hype. C'est Oui, oui, pas. Tu vois, genre, je me fais chier sinon. ouais. Bah, moi, je suis un peu comme toi en soi. Ok, on est tous les deux des Power X. Ouais, je suis un peu un Power X. Bon, j'ai des athlètes un peu faf, tu vois, que j'aime bien, mais je connais pas toute leur life. Et par Ouais, contre, je prends du bon temps à regarder des KT. Surtout, en fait, peu importe le niveau, même si, bon, on est souvent plus zappé par le haut niveau, mais j'aime bien, tu vois, quand il y a des matchs. Et quand il y a un peu de stratégie vis-à-vis de choix des barres à la fin, tu vois, un peu de tension, tu vois. Si je sais que ah bah tel ou tel va mettre 50 kilos sur le total des autres, tu vois, je suis là, bon, ouais. pas ouf. Bah, moi, ce que je fais généralement, c'est sur les matchs où il y a du spectacle et tout, je commence à regarder à partir de la fin du match. Quand on arrive au terme, je suis là en mode, ok, ok, là, c'est intéressant, tu vois. Non, en vrai, c'est bien de regarder tout. Mais Ouais, non, mais je sais. Après, vas-y, je passe ma vie à parler, faire oui. power, etc. Tu sais, genre, je suis là le week-end, j'ai pas envie de. Mais ouais, ouais. Et Bon, du coup, sinon, tu parlais un peu de l'annonce de Pana, c'est ça? ouais, qu'est-ce que Qu'est-ce t'en que as pensé? Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ok, je commence.
Bah, en soi, moi, je sais pas si tu as vu, mais il y a un commentaire de Kiel sur Oui, le. j'ai vu, mais en fait, j'ai pas émis d'opinion parce que je me suis dit, d'un point de vue français, si tu traduis en français, c'est bizarre, mais peut-être que d'un point de vue en mode comment c'est formulé en anglais, c'est moins bizarre, tu vois. Ah, je sais pas, moi j'ai Je sais trouvé pas si ça tu quand arrives même à. bizarre. Parce qu'il y a des phrases en anglais qui sonnent très mal en français. Ouais, ouais, dans notre cerveau de traducteur Ouais, français, mais ouais, c'est ça. ouais. Bah, en tout cas, Bah, résume du coup pour ceux qui n'ont pas suivi la phrase en gros. ouais, en gros, du coup, Pana, il a fait une annonce officielle, comme quoi il participait pas aux World Games. En tout cas, parce que il avait du mal à maintenir son poids de corps, enfin descendre son poids de corps, parce qu'il avait fait un bulk juste après sa dernière compète. Il était relancé dans une bonne dynamique. Et vu qu'il était qualifié en moins de 66 pour les World Games, l'objectif c'était de descendre son poids de corps pour, je crois que de base, il cherchait les 69, 69? ouais, Ouais. 69 kilos. Et qu'il n'arrivait pas, qu'il s'était blessé, etc. Et Kiel a commenté. Donc Kiel, c'est le nain 66 qui a rejoint la KT il y a pas très longtemps et qui a tué la KT d'ailleurs. Ouais, a tué les records. Déjà, il a commencé son message en mode déjà toutes mes condoléances pour ton père. Genre en mode je sais pas d'où ça vient, tu vois. Bah du coup ça c'est ok. Genre Ouais, mais du coup, si je dis pas de conneries, son père, c'est pas cette année qu'il est parti, tu vois, c'était l'année dernière, donc ah c'était les. Ok. Moi je suis pas au courant, mais moi j'ai vu ça, je me suis dit bon bah c'est peut-être un ah, peu tard, mais ça fait un moment. ouais, ok. Et après, en gros, bon, je crois que le message a été supprimé d'ailleurs. Oui, il l'a supprimé, j'ai fait les voir. Mais en gros, il le trash talk comme quoi, ce que j'ai compris, hein, Ouais. comme quoi lui, il est passé, lui, il a réussi lui, il a réussi à passer dans cette catégorie-là, peu Ouais, de importe, moins de tu vois. 83 à moins de 66. Ouais. Donc, En gros, personne croyait en moi, moi j'ai réussi, mais bon courage pour la suite, ou je sais pas quoi. ouais, c'est ça. C'est en mode merci de pas avoir cru en moi quand je suis passé, quand je suis descendu en KT, et voilà. Ouais, c'est ça. En mode un peu aigre. Ouais. Et j'ai tout raflé. Et du coup, bonne chance pour la suite. Mais c'était un peu en mode, bah, toi, tu t'annonces que tu es en moins de 66, tu vas le faire, mais finalement, dernière minute, tu give up, quoi. Ouais. Je l'ai un peu senti comme ça. Bon, après, dans les faits, il n'a pas forcément tort parce que Pana, il s'est engagé là-dessus. Et au dernier moment, tu vois, il part. Après, c'est plus la façon de le dire en mode pire des cas, c'était un problème, tu l'aurais compris vite, tu sais, mais. Oui, c'est ça. Après, j'ai l'impression il y a un peu ce truc depuis quelques temps dans le powerlifting, un peu de trash talking parce que les gens aiment bien en fait. C'est en mode un tel commente un tel ou je sais pas quoi, et du coup ça crée un peu un engouement, une rivalité. Je sais pas, je pense que c'est peut-être un peu réfléchi quand même. Ouais. Ouais, ça, je sais pas. Mais bon, ça fait parler, quoi. Ouais. Ça qui est marrant aussi. Mais dans tous les cas, en soi, pour la vision long terme, je pense que c'est une bonne chose que Pana, tu vois, il monte en 74. Je pense qu'il aurait dû le faire l'année dernière, tu vois, déjà. Ouais. Mais en soi, pour les World Games, en vrai, je suis mitigé, tu vois, parce que quelques mois ou pas quelques mois. Après, je pense que c'était le truc de arriver et être au poids, mais faire des perfs de merde, tu vois. Ou Oui, être blessé. Ou... je pense qu'un athlète de ce niveau-là, il sait clairement en fait où est-ce qu'il va et s'il va pas au World, c'est que physiquement il devait vraiment être à bout et même je pense que l'envie était peut-être plus là. Moi, ça m'est déjà arrivé en fait de ma première année de qualification aux France. Je suis allé la chercher et tout, j'ai eu les minima tout ça. Et 3 mois plus tard, je devais aller aux France. Et en fait, j'ai pas eu la foi de gérer et tout ce que j'avais à gérer à côté, plus ma cut, etc. Et en fait, c'était tellement plus fort que le fait de devoir, enfin, de serrer les dents et aller aux France, que genre, bah, j'ai eu ce sentiment de, ok, bon, bah, il faut, ça sert à rien de forcer, quoi, autant monter de KT. Et bah, je pense que c'est un peu la même chose. Lui, je pense qu'il est allé au bout de son truc, tu vois.
Voilà, il a pas démérité, hein, il a été champion du monde, etc. Enfin bref. Aujourd'hui, je pense que c'est plus, il est allé au bout de ses forces et peut-être le plaisir de participer à une compète, l'honneur ou je ne sais quoi, bah, n'était même plus là parce qu'il savait que s'il allait aller là-bas, il allait faire de la merde comparé à ce qu'il a déjà fait avant ou même sur les réseaux. Et il s'est peut-être dit, bon, bah, ça vaut pas le coup, quoi. Maintenant, nous, bien évidemment, on se dit, t'as l'opportunité d'aller au World Games, vas-y, c'est pas 3 kilos à queue qui vont te tuer. Mais en fait, je pense que juste on réfléchit comme ça parce qu'on n'est pas dans la même situation, quoi. Enfin, dans sa situation à lui. Ouais, on se rend pas compte en fait Ouais. de ce qu'il peut vivre. C'est une pression aujourd'hui d'être powerlifter. Toi, t'es sous pression? Non, pas moi, mais genre par exemple, je vais pas te dire de nom parce qu'on s'en fout, mais il y a des powerlifters ici, ils font un mauvais résultat, je sais pas, à une de leurs compétitions, ils se font trash talk de fou sur les réseaux, tu vois dans leurs commentaires, ça se moque, ça parle mal, etc. Genre dans un sport où je me rappelle plus combien de licenciés, mais on n'est pas beaucoup. euh, Moi, je trouve ça un peu abusé. Genre la commu, elle est pas ouf. Donc en fait, je pense que Pana, il préfère peut-être se faire trash talk parce qu'il aura, entre guillemets, abandonné alors qu'il avait parlé et qu'il allait la faire, plutôt que de se faire trash talk parce que il a ridiculisé son pays en faisant une perte de merde, tu vois. Même ça se trouve, il n'aurait pas fait une perte de merde, mais je pense qu'il y a aussi ce truc de. Alors, je sais pas, je veux pas parler pour lui, mais enfin, tu sais dans quoi tu t'engages. Si tu y vas et que tu vas faire de la merde, tu sais que tu vas morfler après. Donc, peut-être par moment, il vaut mieux s'arrêter et vas-y. Ouais, et puis c'est un peu le truc de se dire putain, je suis au max. Tu vois, dès que je mange un petit peu plus, j'arrive à faire des Ouais. barres super lourdes et tout. Et tu te rends compte que petit à petit, plus tu cut, plus tes perfs dégringolent et que finalement, tu vas faire une perf genre RPE 10, alors que quand t'es bien, tu vois, tu la passes RPE 6, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Après, ça, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on voit qu'il sous-performe, entre guillemets, en compétition à cause de sa cut et il en est conscient. Donc, voilà, moi, j'ai juste envie de dire, hâte de voir ce que Pana en 74 va donner. Je pense que ça va être dur pour lui voilà, de réatteindre un niveau qu'il avait en 66. Mais, Est-ce que parce tu penses que, qu'il a une chance? non, je pense pas, en vrai. Regarde les bêtes qu'il y a dans la KT, tu vois. Enfin, c'est pas moi je trouve que c'est un très bon athlète et que il a un certain talent, Mm. mais le ratio âge, montée de KT, nanana, enfin je pense que après qu'il nous fasse taire, hein. J'ai envie de te dire, je souhaite que ça, mais je pense pas, non. Après je pense qu'il peut retrouver un niveau mondial, ça c'est pas un problème, je pense, mais un niveau top 3, pas sûr. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Même si, en fait, ce que j'aime bien, moi, avec Pana, c'est la mentalité, tu vois, qui véhicule Hmm. par rapport au fait de toujours se dépasser, jamais abandonner. Tu vois, la Bah, c'est vrai que mentalité qu'on aime. non mais c'est vrai que lui, pendant que beaucoup chialent, il s'entraîne, tu vois. Ouais. Donc, tu peux aimer ou pas le personnage, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un de très médiatisé, donc il a ses propres haters, etc. En fait, si juste tu te détaches un peu de l'image qui renvoie sur le réseau, et que tu prends juste l'athlète en lui-même, c'est un très bon athlète avec une très bonne mentalité, et c'est sûrement ce qui lui a permis d'arriver au niveau un jour. C'est que je le vois pas, enfin, je pense pas qu'il passe des semaines à chialer, à pas s'entraîner. Ou alors à toujours tout remettre en question, à pleurer parce que la séance elle est longue. Je pense que juste il fait des efforts, il fait, et il est récompensé comme ça. Donc j'ai envie de te dire, si les gens peuvent prendre de la graine de ça, voilà quoi, ça peut être une bonne chose. Ouais. Mais en tout cas, vive la France et arrêtez de dénigrer vos athlètes en fait. Les gens qui sont pas, comment dire, les gens qui critiquent les athlètes de l'équipe de France, et alors qu'ils sont français, mais vous êtes une honte pour la France. Genre, soyez patriotes en fait, soyez fiers de vos couleurs et arrêtez un petit peu avec ces comportements enfantins là. L'autre fois, je suis tombé sur un post où l'athlète il dit ouais bon bah j'ai pas fait une bonne compète, nanana, ou je sais même plus, je crois que c'était le post de l'équipe de France, c'est le récap. Je pense que tu vois de qui je parle. Et sous le post, il y avait des gamins ou même des adultes qui postaient des commentaires, mais tu étais là, mais putain les gars, vous avez 500 de total à peine, vous avez 300 de total,
genre, qui vous critiquez là en fait, hein, Ouais, c'est ouf. Et ils essayaient d'apprendre la vie à l'athlète en mode ouais, tu devrais remonter un peu ta. Mais Et ouais. c'est des mecs qui n'ont pas passé assez de temps sous la barre. Mais Et, c'est des mecs, ils ont rien vécu, ouais. ils ont rien connu. En fait, la seule chose qu'ils ont, c'est une grande gueule, tu vois. Ouais. Et ça m'en fout, genre. Bref. Et en parlant d'athlètes de haut niveau, Ouais. ça m'amène du coup à la transition pour l'autre question, la manière dont les coachs travaillent en FA. Et on entend, ça fait référence du coup au poste Ah oui. de Nicolas sur le fait que on entend parfois que les coachs sont trop gentils avec leurs athlètes et que dans d'autres sports, là ils faisaient référence au rugby ou autre, les coachs ont tendance à être assez sévères. Est-ce que tu es d'accord avec le constat qu'en FA, les coachs ils sont trop sympas? Alors, je suis plus que d'accord parce que c'est une réalité. Maintenant, faut nuancer les propos. Pourquoi déjà dans les clubs de foot, de rugby, etc., l'entraîneur est beaucoup plus dur? C'est déjà parce que en fait, il y a un club par ville. Donc, si t'es pas content, tu te dégages. Par contre, il va falloir faire 40 minutes de bus pour aller dans le club suivant. Donc, en fait, t'as pas ton mot à dire. Soit tu es content et tu restes et tu fais des efforts, soit t'es pas content et tu dégages. En force athlétique, on est plus de coachs que d'athlètes, malheureusement. Aujourd'hui, tout le monde est coach. Genre, la plupart des gens que je suis sur les réseaux, il y a un jour ou un autre, ils vont mettre une story en mode bon, je vous mets place de coaching, tu vois. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, aujourd'hui, le marché il est complètement dérégulé. En fait, tu dis un truc de travers à ton athlète, enfin de travers. Tu lui dis les termes, il le prend mal, il se barre, il va voir quelqu'un d'autre, c'est tout simple. Donc, je pense que la différenciation entre qu'il faisait dans la vidéo, elle est faussée parce qu'il y a ce paramètre qui rentre en compte. Ouais. Tu vois. Ouais. Maintenant, oui, je suis plus que d'accord avec toi. Les coachs sont trop sympas avec leurs athlètes. Les coachs vont trop dans le sens de leurs athlètes et c'est ça qui fait par moment d'eux des mauvais coachs. Parce qu'ils prennent des mauvaises décisions, parce qu'ils laissent l'athlète driver leur progression et qui par moment drive plutôt leur stagnation, tu vois. Donc moi, j'étais ce coach-là. Forcément, quand tu débutes, t'as pas envie de perdre tes athlètes parce que c'est important, etc. En fait, non. Aujourd'hui, je dis les termes. Bien évidemment, on ne parle pas d'insulter son athlète ou je sais pas quoi. On est dans le respect, mais le constat est le suivant, c'est que dans la vie, si tu ne dis rien aux gens, si tu n'es pas honnête avec les gens, tu les tires forcément vers le bas parce qu'il y a toujours des choses à redire sur quelqu'un, tu vois. Il y a toujours et surtout en power, un sport très exigeant. Et qui est exigeant. Pourquoi? Parce que les athlètes veulent être des athlètes et veulent le haut niveau. Si tu te tais, si tu dis rien, mais déjà, tu donneras jamais les résultats que ton athlète il veut. Et en plus de ça, tu vas l'enfoncer encore plus, quoi. Ouais, je suis d'accord avec le constat. Il y a aussi la différence entre le présentiel et le distanciel. Ouais. Parce que sur le présentiel, en fait, on peut un peu plus se lâcher et en fait, rien qu'avec l'expression qu'on peut avoir de notre corps, l'expression non verbale, on peut faire passer des messages. Tu vois, même on peut être dur sur la parole, mais en soi, dans le reste, tu vas arriver à nuancer grâce à notre non-verbal. Après, ouais, vas-y, pardon. Alors qu'en distance, tu es souvent un peu limité, tu vois. Tu peux avoir la visio, ou souvent c'est du vocal. Et tu vois, si tu insultes ton athlète en vocal, je sais pas, le mec il peut écouter ça à n'importe quel moment, il peut pas être prêt et Non, mais tu l'insultes pas. Ça peut être mal compris. Mais, non, mais oui. Pas compris. Mais être, tu vois, envoyer un vocal un peu autoritaire ou un peu salé, ça peut tout de suite faire peur à l'athlète. Et je comprends l'idée de si t'es pas content, il y a plein de coachs de toute façon, mais qu'en même temps, il faut arriver aussi à dire les choses aux athlètes. Parce qu'en fait, quand ça se passe bien, il faut le dire, mais quand ça se passe pas bien, ou quand l'athlète se relâche et part en dehors de ce qui était convenu, de ses objectifs, faut savoir aussi le remettre à sa place et dire écoute chef, le plan c'était ça, et là tu es en train de me dire que finalement tu veux pas faire le plan. Donc je pense que c'est arriver à trouver un juste milieu et arriver à parfois être cool, parfois être moins cool pour dans l'optique de faire progresser l'athlète, quoi. Moi, mec, je suis tout le temps cool.
Je suis tout le temps cool. Et c'est ça qui fait que je me permets de dire les termes. C'est que je vais pas adapter mon comportement en mode être super sympa ou alors être super méchant, tu vois. Je suis tout le temps cool. Je dis tout le temps les termes. Si c'est très bien, je te le dis. Si c'est pas bien, je te le dis. Et bien évidemment, il y a des personnes avec qui tu dois prendre un petit peu plus des pincettes parce que voilà, sinon tu perds ta clientèle. Hein. On n'est pas con. Hein. Moi, je sais que je peux être un peu une tête de con en mode si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Par contre, oui, forcément, je pense aussi à ouais, bon, faut que je me paye à la fin du mois. Mais maintenant, en fait, il y a des trucs qui sont tout simples. Si aujourd'hui, si dans une relation avec un athlète, il y a des choses qui ne me correspondent pas, je le dis. S'il y a des choses qui vont pas de son côté et que la personne ne le voit pas, je le dis. Et bien évidemment, ça, si la personne n'est pas capable d'entendre ça et de se dire que, OK, je suis pas en train de te trash talk, je dis ça pour ton bien, pour que tu puisses avancer, et qu'elle n'est pas capable d'entendre ça, mais qu'elle aille voir d'autres coachs et ils diront la même chose. En fait, de toute façon, tu regardes la plupart des gens qui progressent pas dans ce sport ou alors qui font que d'enchaîner les coachs, c'est des personnes qui sont pas capables d'entendre les, les choses et qu'il y a des problématiques de leur côté et ils finiront tout simplement soit par arrêter ce sport, soit par peut-être se remettre en question, amen, et ensuite avancer dans leur pratique. Mais faut pas hésiter à, de la bonne manière, encore une fois, on n'est pas grossier, on n'est pas agressif dans ce qu'on dit, mais dire les choses comme elles sont. Donc, je sais pas, tu progresses pas, ok. Moi, j'ai remarqué que ça allait pas, ça allait pas, ça allait pas. Est-ce que tu peux changer cette chose? Oui, bah écoute, change et on regarde un peu comment ça se passe. Ah non, c'est sûrement pas ça qui va pas dans ma pratique. Si je progresse pas, ok, c'est la faute du coach, très bien. Bon bah change de coach. Ok, j'ai envie de faire ça comme choix, soit au niveau de mon entraînement, soit au niveau de ma qualité de poids. Moi, en tant que coach, je te réponds, non, c'est pas une bonne idée, etc. Je te donne des arguments. T'es pas content parce que je vais pas dans ton sens, change de coach. Et il y a, encore une fois, il y a 36 000 coachs dans le marché. Et si toi, ta recherche première, c'est d'avoir un coach qui va dans ton sens et qui est gentil avec toi, qui ne te contredit jamais, etc., fais. Mais moi, je te promets que c'est pas ça qui va te faire progresser. Et bizarrement, les personnes. J'en connais un coach super bien qui te contredit jamais, c'est ChatGPT. ChatGPT, ouais. D'ailleurs, bref. D'ailleurs, c'est pas ouf. J'ai un athlète que j'ai récupéré qui était coaché par ChatGPT. Le chat, il lui a envoyé pour son bloc de picking, il me semble. Il lui a dit de faire un squat, un bench, un deadlift par semaine. Enfin bref, laisse tomber. Mais qu'est-ce que je voulais dire Merde, je me suis perdu dans mes propos. On parlait de quoi Non, t'étais en train d'énumérer les raisons de je change de coach. Moi, j'ai déjà eu des raisons. Je ne donne pas de nom, mais j'ai eu des raisons. Par exemple, il n'y a pas très longtemps du tout, j'ai un athlète qui il fait très chaud chez lui et il me dit ouais, je pense que là, je vais stopper un peu le power parce qu'il fait trop chaud, etc. Je lui dis t'es pas chaud, genre on trouve des solutions plutôt que de stopper parce qu'avec ces athlètes-là, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Tu peux adapter tout ce que tu veux. Il y a toujours un crash, un moment ou un autre, je sais pas quoi. Et en fait, c'est juste sa motivation et ses objectifs qui sont pas corrélés. En fait, il veut pas cracher en fin de bloc, mais il veut du single tout le temps. Il veut du jour primaire tous les jours. En fait, il veut des choses qui fonctionnent pas tout simplement. Et du coup, au début, tu donnes un peu à cette personne pour lui faire comprendre les choses. Et au bout d'un moment, bah, si même quand il est confronté à la problématique qu'il a choisie, il s'en rend pas compte, c'est qu'un problème. Bref, du coup, c'est un peu cette personne-là. Et là, il y avait de la chaleur. Donc, je lui dis, écoute, au lieu de tout arrêter, là, on est en train de construire une bonne dynamique, bien on trouve des solutions, t'entraîner plus tard, t'entraîner moins, etc. Ouais, mais non, en fait, je pense que le power, c'est bien quand t'es jeune, quand tu te cherches une identité, mais en fait, je sais plus ce qu'il m'a dit. Et je lui ai dit, mais non, en fait, le problème, c'est pas une question d'identité, c'est que t'aimes pas ce sport. T'aimes pas ce sport, t'as pas envie de faire les choses qui sont bonnes pour toi parce que ça te stimule pas assez. En fait, le problème, c'est que aujourd'hui, moi, en tant que coach, je peux pas travailler avec toi, tu vois. Je lui ai souhaité bonne continuation. Il m'a toujours pas répondu et je sais pas s'il me répondra un jour. Je sais pas s'il a été blessé ou je ne sais quoi, mais je lui ai dit les faits. Parce que ça fait 6 mois que j'essaie de lui faire comprendre les choses en étant pédagogue, en allant dans son sens. Ça marche toujours pas. Eh ben, écoute, concrètement, rends-toi compte que tu n'es pas fait pour performer dans ce sport. Je te souhaite de créer ta propre pratique qui te permet de kiffer ton sport. Mais je pense pas que tu vas kiffer si tu progresses pas forcément. Mais voilà, dire les choses comme elles sont pour que peut-être ça te fasse un électrochoc, tu vois. Et au pire des cas, je passerai pour le méchant de l'histoire et c'est comme ça. Par exemple, j'ai aussi une histoire où c'était une de mes athlètes qui voulait descendre de KT alors qu'elle venait déjà de descendre de KT. J'ai trouvé ça très malsain parce qu'en fait, c'était plus la recherche de descente de KT, c'était juste la recherche de la maigreur, selon moi.
J'espère qu'elle ne regardera pas le podcast parce que je pense que c'est le genre de personne qui ne se rend pas compte que voilà, c'est pour leur bien qu'on dit ça. Moi, j'ai émis comment dire, l'opinion que je n'étais pas forcément d'accord qu'elle descende de KT. Elle a pas, comment dire, elle n'a pas été d'accord avec ma vision en mode j'ai quand même envie de descendre de KT. Elle a arrêté le coaching, elle a changé de coaching et c'est très bien pour elle. Mais juste, je vais pas aller dans le sens des gens en les mettant en plus en danger potentiellement, en allant dans leur sens. C'est pas ta vision. Parce que c'est pas. Non, mais c'est ça. C'est même pas une question de vision là pour le coup. C'était surtout une question de santé publique. C'était plus viens pour le. Non mais viens pour le moment. Surtout que la personne performait de ouf et tout, tu vois. Et viens pour le moment juste. On regarde comment ça se passe à cette KT et pourquoi pas plus tard descendre, tu vois. Mais elle voulait tout de suite maintenant. J'étais juste pas aligné avec ça. Et si elle est heureuse aujourd'hui comme ça, c'est tant mieux pour elle. Mais c'était pas aligné avec ce que je voulais. Et c'est ce que, pour finir, c'est ce que, enfin, j'encourage tous les coachs qui écoutent, et donc toi, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds et quitte à en devenir jusqu'à en devenir des mauvais coachs, juste parce que vous avez peur de perdre vos clients. Des clients, si vous êtes des bons coachs, vous allez en avoir et ça se renouvellera. Donc, c'est pas un souci. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut être sévère dans ta façon de... Non. Il y a des personnes, il y a des gars, vas-y, ils aiment bien quand tu leur dis, vas-y, arrête d'être, voilà, tu vois, genre, fais pas ta tapiole et tout. Il y a des gars, ils aiment bien en mode quand on les challenge et quand on trash talk un peu. Mais c'est pas de la sévérité. Moi, je prends pas un coach pour qu'il me fasse des leçons de morale, tu vois. Genre, s'il me dit quelque chose, il me le dit de façon normale, en mode, je te donne mon avis, voilà, t'en fais ce que tu veux et basta. La sévérité, pour moi, c'est juste quelqu'un qui abuse de son autorité en tant que coach, tu vois, genre, t'as pas à être sévère, encore une fois. Les gens, ils font aussi ça pour le sport plaisir. Maintenant, tu peux être un petit peu plus cash et un petit peu plus demandant envers une personne qui a un très gros potentiel et qui veut que tu l'exploites. Moi, si la personne, je vois qu'elle a le potentiel pour faire les Worlds un jour et qu'elle veut que je fasse tout, enfin, elle veut que je mette tout en place pour que cette personne atteigne le meilleur niveau, forcément, elle attendra de l'exigence de ma part et je serai exigeant. Je serai pas sévère en mode, si tu me fais pas, si tu me réussis pas ça, je vais te mettre des BSS RPE10 et je rigole pas, tu sais. Non, c'est un peu quoi. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Après, tu vois, je fais la parallèle aussi, tu vois, j'essaie de faire la parallèle avec les sports co, etc., les coachs. Et souvent, en fait, ce que j'avais pas pris en compte, c'est que dans les sports co, en fait, il y a vraiment une grosse différence d'âge régulièrement entre le coach et l'athlète, alors qu'en FA, c'est peut-être aussi un peu moins vrai. Où en fait, on va être quand même assez proche de l'âge de nos athlètes. Ouais. Et du coup, il y a moins ce système de... Enfin, cette différence, tu vois, de hiérarchie vis-à-vis de l'âge. Donc, je pense que c'est ça aussi qui peut amener ce constat de les coachs sont sympas parce qu'en fait, en soi, on a quasiment le même âge et du coup, on va se parler de la même façon, on va pas y avoir de grosses barrières. Et en même temps, c'est lié, je pense, au sport, où vu que c'est un sport plutôt, on va dire, individuel, mais qui se pratique avec son coach, on doit créer un lien un peu plus fort qu'un coaching où en fait tu gères toute une équipe. Tu vois, quand tu gères toute une équipe. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, dans un sport collectif, tu te fais engueuler parce que tu mets aussi le groupe en péril, tu vois. Ouais, c'est ça. Là où en fait, si c'est juste toi le problème, bon bah ok, j'arrête le sport ou je change de coach. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, là, je comprends aussi ce truc, ouais, ok. Et là, en fait, quand on est sur un sport comme ça, où en fait vraiment la partie relation avec ton coach est important et important aussi de développer. Et en fait, si tu mets trop de barrières avec ton athlète directement, ça peut nuire un peu à cette relation, même si forcément on n'a pas tout le temps besoin d'avoir une certaine relation, tu vois, pour performer. Mais tu vois, vu qu'on est souvent ensemble, c'est quand même important. Non, mais après, comme tu dis, pour garder aussi ce côté où, ok, on a à peu près le même âge, on est jeunes tous les deux, ou je sais pas quoi, faut aussi directement instaurer cette barrière, parce qu'il y a des gens qui veulent trop devenir potes avec leurs athlètes, peut-être pour les fidéliser ou je sais pas quoi. Moi, en fait, ça se fait naturellement si on devient pote, mais j'instaure directement une relation où chacun est à sa place, tu vois. Tu as ta place d'athlète, tu as ma place de coach, on est deux personnes différentes, etc. Il y a du respect de façon mutuelle, on est sur un pied d'égalité, il n'y a pas d'autorité, tu vois, mais il y a une barrière par contre.
Et en fait, si tu mets pas cette barrière, c'est là où justement la personne va pas te prendre au sérieux, va faire un peu comme elle veut, etc. Parce qu'elle te prendra pour son pote. Et j'ai plein d'exemples comme ça de personnes qui étaient coachées par un pote ou un proche et au final qui ont arrêté le coaching parce qu'ils n'arrivent pas en fait à se mettre dedans, à respecter, à écouter l'autre. Parce que c'est Je le pense pote, tu que vois. c'est un problème aussi de cadre qu'on peut mettre au début. Genre de se dire les choses en mode, bah là, écoute, là, là, on est là pour te faire progresser dans un cadre coach-athlète. Et donc, je vais devoir être amené à te dire les termes. Et des fois, ça va pas aller dans ton sens. Et tu devras, en tout cas, tu devras en prendre compte. Et genre, c'est pas être méchant avec toi si c'est dans l'optique de, bah, c'est pour te faire progresser. Ouais, Et c'est clairement, arrivé à faire comprendre ça à l'athlète aussi. Parce que, en fait, tu as aussi pas mal d'athlètes qui sont super investis et qui ont envie de progresser de fou et qui sont hyper investis, qui sont hyper demandants et qui vont en fait te demander de changer la prog tout le temps, de changer de technique, etc. Et en fait, des fois, aller dans leur sens, ça va mener à leur stagnation, tu vois. Et c'est arrivé aussi à se dire, bah écoute, c'est bien, t'es investi, mais bon, si on commençait par suivre le plan, tu vois, de base, peut-être que je peux faire des concessions sur un ou deux trucs, mais tu vois, on suit le plan de base, on structure une bonne base et on progresse, tu vois. Parce qu'en fait, s'éparpiller, des fois, c'est pas clairement. ouf. Mais en tout cas, dans l'idée, ce que je comprends, c'est que c'est arriver à déjà avoir une bonne communication avec son athlète et lui dire les termes quand il faut le dire. Et, et voilà. Je sais pas ce que tu en penses au niveau de la Ouais, et puis conclusion encore par une fois, rapport à ça. il y a une manière de dire les choses. Tu peux très bien voilà, dire les termes. Ensuite, à la fin du message vocal, lui dire bien évidemment, je ne dis pas ça pour te blesser ou pour te frustrer. Je sais pas quoi, moi, c'est ce que j'aime bien faire. Naturellement, rassurer un petit peu la personne après une soufflante. Enfin, on s'entend encore une fois, on n'est pas là. Voilà. Mais moi, en fait, c'est là où aussi je monte mon investissement. Si tu fais de la merde et que je te dis rien, c'est que j'en ai rien à foutre de ta progression, tu vois. Ouais, Et carrément. ça, malheureusement, il y en a aussi beaucoup des coachs qui sont comme ça, où en fait, il n'y a tellement pas de suivi ou je sais pas quoi que bon, bah, vas-y, fais tes conneries, tu sais quoi, c'est ton problème. Mais ce n'est pas mon cas et ce n'est pas le cas de Romain. Donc, voilà. Si vous voulez travailler avec nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a votre premier mois offert donc avec le lien dans la bio. Et travailler avec nous, c'est quoi? C'est tout simplement vouloir que deux coachs prennent votre potentiel et en fassent quelque chose d'incroyable en fait. Et ça passe par le fait de vous dire les termes, de vous éduquer sur certains sujets, de vous contredire quand votre vision elle est pas bonne. Et donc, si vous êtes des athlètes sensibles et qui détestent l'autorité ou du moins quand on vous contredit, bon bah il y a d'autres coachs qui seront beaucoup plus coach friendly. Coach friendly. Ouais, j'ai deux petites questions plus fun, tu vois, pour terminer le podcast. Ok, pour devenir un peu plus fun, vas-y. Pour finir sur un ton un peu plus léger. Déjà, première question, si tu devais supprimer un des 3 mouvements en FA, ce serait lequel? Il y a un monde où je t'aurais dit le squat à l'époque, mais là c'est plus le deadlift en ce moment. C'est vrai. Le Non, mec, il a 300, le le squat, squat. c'est là où je suis un peu nul. Juste parce que t'es nul, du coup. Mec, tu sais que dans 3 mois, là je lâche les 250. Ah là là. J'ai hâte de Voilà, voir ça. voilà. En vrai, moi, j'aurais dit le bench. Le bench. Ouais, bah non, dans ton cas, j'aurais dit le terre du coup. T'es plus bon au bench qu'au terre. Ouais, mais en fait, je vois aussi une vision globale en mode, je trouve que le bench, c'est pas, c'est un peu boring, tu vois. Ouais, mais un sport où t'as que des mouvements de bas du corps, pas ouf. Alors que tu vois, bench terre, c'est équilibré. Ah, mec, j'aime trop le squat, hein. Ouais, c'est vrai que le squat, c'est cool quand même. Donc squat bench à la limite, mais c'est vrai que ouais, Vas-y. je suis pas très bon au terre. Donc en fait, pour mon petit moi, j'aurais dit le terre, mais en soi, dans le sport au global, je trouve que le bench, je m'ennuie un peu plus quand je regarde, Oui, tu vois, je suis plus hype d'avoir un gros squat, un gros terre que voir un gros bench, tu vois. c'est vrai. Mais sans le bench, on n'aurait pas la petite pause du milieu. C'est vrai. Dernière question. Si tu devais choisir un athlète, vivant ou non, avec qui tu rêverais de faire une séance, ce serait qui? Je suis pas un fanboy de qui que ce soit, mais Larry Wills.
En une séance avec Larry Wills, ça doit être pépite. Bon, tu te blesses, tu t'arraches le pec et tout, mais. Non, Il va rigoler comme ça. Non, attends, je te dis des conneries, attends, je réfléchis. Peut-être Atwood à la limite. J'aime bien ce mec, j'aime bien son aura. Ouais, Atwood. Ouais. Je sais pas. J'éprouve du respect pour ce mec, donc. Et toi? En vrai, j'aurais peut-être dit Ronnie. Ronnie Prime. Ah, ah oui, ok, on sort du cadre. Ah ouais, bah après, c'était un powerlifter à l'époque, mais. T'imagines, tu s'entraînes avec lui, ça doit être hilarant. Hilarant, en même temps, ça fait peur, tu vois. Vas-y, aucun rapport, enfin, aucun rapport si, mais une personnalité sportive avec qui t'aimerais bien passer une journée, genre en mode. Vous faites du sport ensemble, vous allez boire un coup et tout. Vas-y, lui, il va me sortir un footballeur. Non, attends, non, même pas. Franchement, je sais pas. Hein. Déjà, je suis pas très groupie, tu vois. Un peu comme toi, Ouais. d'athlète, mais en soi, Ronnie, c'est fun. Mais après, j'aime bien aussi ce que dégage Russell Horry, tu vois. En Ouais, termes c'est vrai, il a de, l'air cool. tu vois, genre passer la journée avec lui, ça a l'air d'être fun, tu vois. Ouais. Si on reste sur le power. Moi, j'oublie son nom là. Je suis deg. Je sais exactement de qui je parle. C'est un combattant MMA. Il est super. C'est Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, il me semble. Ah, et Georges Saint-Pierre, ok. Ouais, c'est Georges Saint-Pierre. Ouais. Bah, j'aimerais bien lui. Il parle français, donc on n'aura pas trop de. Ça sera pas trop compliqué de se comprendre. C'est un personnage inspirant. Il m'apprendra un petit peu à lutter, tu sais. Et même sportivement, j'avais vu un reportage sur lui. Franchement, c'est un gars déter, donc j'aime bien ça. J'aime cette mentalité. Ouais. D'ailleurs, mec, tu sais que là, je vais appeler le judo de Nantes, là. Il y a un club juste à côté de chez WAM. Je crois que je vais me lancer dans une quête secondaire. Hein. Oh putain. Road to JO 2000, je ne sais plus, mais. Ah, ça me fait penser au combattant MMA, mais là, qui a pris sa retraite, enfin, qui a fait son dernier combat, là. Euh, c'est un blanc, c'est un noir, c'est quoi? Il est blanc. Merde. Bah attends. Connu? Ouais, hyper connu. Il est petit? Attends, je vais le retrouver. Vas-y. Je suis désolé, après du temps de. Bon, de toute façon, ça fait plus d'1h30 qu'on parle, ça se trouve, les gens, ils sont plus là, donc. On est tout seul. Non, je sais plus. Je sais plus, mais les gens vont sûrement voir qui c'est. Là, il me sort Brock Lesnar. Je sais pas si tu vois c'est qui. Non. C'est un ancien catcheur qui a fait du MMA. Ah, je sais plus, mais il vient de Louisiane, je crois. Et je crois qu'il parle aussi un peu français. Ouais, je sais pas, ça me dit rien. Ah, j'ai carrément oublié son nom. Enfin bref, tu me rediras quand tu te rappelleras. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, peut-être lui aussi. Mais ouais, voilà. Bon, Bon, on va les j'espère laisser. qu'en tout cas, ça. Là, ils attendent la fin, ils attendent la fin. Vas-y. Non, mais écoutez, si vous avez kiffé, on like, on s'abonne comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées de thématiques ou même voilà, juste pour nous remercier pour le podcast. Encore une fois, ça donne de la force pour l'algorithme. Le e-book en description, Bench 10 pour avoir 10%. Le premier mois offert sur votre coaching si vous voulez passer à l'action et voilà, progresser tout simplement. Je pense qu'on a l'offre la plus complète du marché. Hein. On propose tout dans notre coaching et à un tarif abordable pour tout le monde avec notre système de pack. Donc, allez voir tout ça et tenez-nous au courant, en tout cas, si vous êtes intéressés. C'était Dustin Poirier. Allez, ciao les gars. Ah, ok, il arrête. Allez, ciao.